aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le... Comme toujours ici, c'est Xavier avec mon acolyte. Yo Fred, comment ça va mec ? Bah ça va, détendu, la période estivale débute, commence pour certains, sous la pluie, bon c'est pas terrible le mois de juillet, mais bon voilà, nous on a décidé que l'été c'est comme une période particulière, on a envie tous de se détendre, et donc on a décidé de se laisser porter et faire un truc un peu un peu what the fuck. Et en fait, on a décidé cet été de vous accompagner avec une série dont moi, personnellement, je ne connaissais pas dans les livres-jeux, qui est donc une série qui est des années 80, qui est Le Maître du Destin, Sacrée Destinée, qui nous attend à la faire. Et ouais, donc, c'est vrai que c'est une collection qui a mauvaise presse, mais voilà, on voulait se faire notre idée, et donc on vous présentera ça cet été, et j'espère que vous allez suivre ça avec intérêt, comme nous, et en tout cas, pour nous, c'est une première, donc... Voilà, cet été, c'est Le Maître du Destin, et tout se joue en deux livres, donc ça sera sympa. À la fin de la saison d'été, qui est de retour ? Laisse-moi deviner, vite fait, je réfléchis. Pardon, c'était... Oh, shit, le voilà ! Il ressort de nulle part, Venger, il est là. C'est ça, Venger, non ? Non, c'est Avenger. Big Apple, 3 a.m. Bah ouais, c'est cool quoi. Et puis on a aussi de la pop culture qui attend, surtout une sélection de Fabien qui va nous faire découvrir. Fred, d'ailleurs, c'est Fabien qui va donc réaliser l'émission, mais c'est un AVH qui s'intitule Le Manoir au Maléfice. Oui, qui est le Manoir au Maléfice, c'est une thématique, la maison hantée qui revient souvent, donc il a couvert cette histoire, et puis il nous a fait aussi un petit topo sur les histoires sur les maisons hantées. Donc, connaissant Fabien, ça va être très documenté, très complet. Donc, nous, on a déjà jeté un œil, on l'a déjà lu, c'est super sympa. Donc, voilà, ça sera le petit... vous frissonnerez un peu de terreur cet été, malgré la chaleur. Donc, merci Fabien pour cette initiative, quoi. Ouais, ça franchement, ça fait... comment dire, mais ça nous fait vraiment plaisir de parler de ce dossier parce que Fabien a fait un super boulot, comme tu l'as dit, Fred. Ouais, donc ça fait plaisir. C'est vraiment à l'honneur. Et puis surtout d'entendre Fabien prendre la parole. Je sais qu'il dit toujours putain les gars arrêtez, mais nous on lui dit mais non t'assures Fabien quoi. C'est vachement sympa. Donc bonne ambiance. Et puis à la fin de l'été, Fred. C'est bizarre à dire, mais c'est pas vraiment une saison 2, mais on ouvre une nouvelle mini-série. Et là, c'est une mini-série qui me tient à cœur, les gars, parce que, Fred, quand t'étais gamin, tu jouais à des jeux de PC. Oui. Ouais. Les PC des darons chez les potes. Les PC des darons. Si je te dis jeu de PC, je te dis jeu d'aventure, et là, je te parle du King Graham, ça te dit quelque chose ? Moi, non, j'ai joué plus tardif, les jeux de ce genre-là, mais je vois exactement là, de quoi tu parles. Ouais, voilà, ça c'est mieux comme réponse. Là, voilà, on va parler justement, on commence une nouvelle mini-série sur Sierra Interactive, ou plutôt Sierra Online. Donc on va vous parler avec Fabien de l'entreprise, de sa créatrice, surtout ses créateurs, hein, Roberta et Ken Williams, hein, mais surtout la Roberta Williams qui a écrit énormément de jeux. On va faire des mini-dossiers, donc le premier, voilà, sur la saga, et puis après on enchaînera à chaque fois un épisode sur une saga. Bien sûr, on va attaquer les 3 quests, hein, qui sont les plus connus, hein, le King's Quest, le Police Quest et le Space Quest. Et à la fin, on verra, parce qu'on a quelques petits dossiers en plus qu'on aimerait faire, comme un certain Larry, ou même un Gabriel Knight, mais on verra tout ça. Donc franchement, voilà Fred, un peu plus que le Maître du Destin, parce que là, je t'admets, c'était une découverte pour tous les deux. Et d'où Jésus, je suis content qu'on fasse pas que ça, quoi. Oui, c'est sûr, vu la bête, heureusement qu'on la monte que 2 fois, quoi. Vu la bête qui est en train... Tu sais, le Maître du Destin, c'est comme le cheval qui s'est pété une jambe dans le désert, tu vois, il y a qu'une seule chose à faire, mec. Ah ouais, malheureusement. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Écoutez, allez, les aventuriers, venez avec nous, c'est parti pour la forêt du dragon. Alors Fred, justement, le Maître du Destin, ce tout premier volume, hein, qui s'intitule La Forêt du Dragon. Mais avant qu'on saute dedans, c'est vrai que j'aime bien faire ce petit saut, et puis après vous coupez direct, hop, on a reçu du courrier des lecteurs.
Voilà, quoi, un petit coup de fléchette empoisonnée ou des shurikens. Mais on a reçu du courrier des lecteurs, dont un tout premier, de notre heavy weapon spécialiste, Metal Slugger. Salut Metal Slugger, et justement il nous dit un super message. En écoutant Fabien parler de nombre de fins différentes de chaque bouquin, vous savez, ça m'a évoqué un type de jeu PC. Un type de jeu qui parlerait sûrement peut-être à Xavier, c'était le genre de mix entre les dungeon crawlers, les point and click. Metal Slugger, je sais absolument de quoi tu parles de Waxworks, Elvira, Mistress of the Dark 1 et 2, et puis d'autres bien comme The Jaws of Cerberus, The Secrets of the Silver Blade, et un de mes types préférés qui est donc The Dark Queen of Kryn. Ou Kyrene, The Dark Queen of Kyrene, je sais pas vraiment comment le prononcer. Ça lui faisait penser à ça, Fred. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu ce que c'était vite fait, c'était des point and click, mais tu sais, comme des Bard's Tale, ou encore une fois, j'aime bien évoquer ces jeux-là, mais Lands of Lore, c'est des jeux où on avançait vue subjective, mais en bas de l'écran, il y avait notre roster, nos 4 personnages. Mais là, ces jeux-là étaient basés plus sur l'horreur, l'épouvante, et puis comme je disais, The Dark Queen of Kyrene, il y avait ce mélange aussi, Bard's Tale, mais plus peut-être cosmic horror un petit peu, donc c'était vraiment sympa, et le jeu était très connu pour montrer plein de kill screen, donc des écrans, enfin c'est pas vraiment des death screen, parce que le kill screen c'est quand on tue le jeu, quoi, en bug, mais les death screens, voilà, où on voit la façon dont on meurt, et les jeux étaient vraiment gore et très très amusants, surtout Waxworks, quoi, et d'ailleurs Waxworks qui est un super boîtier de jeu, où c'est une vieille bougie, qui est en train de fondre, mais dans la bougie on voit des bouches et des yeux, très Lovecraftien, quoi, comme quoi la bougie elle est à moitié vivante, elle a ce côté bio-organisme très très dégueulasse, quoi, body horror. Fred, ça te parle un petit peu ce monde de jeux PC? Non, ça j'ai loupé, je dois dire. Ouais. Ouais, t'inquiète pas, t'as loupé seulement la frustration de crever tous les 2 secondes. Mais voilà, ce petit côté gore, très sympa. Et puis, on a aussi un message qu'on a reçu, Fred, par nous en, parce que là, c'est vraiment sympa sur notre chaîne YouTube. Oui, c'est vrai que sur YouTube, on est moins attentif aux commentaires, désolé, mais c'est vrai que là, il nous a envoyé ça il y a quelques temps, Thomas Le Breton. Donc lui, au fait, il a une initiative aussi, c'est donc qu'il a décidé de mettre en place une page Facebook qui sera consacrée aux livres dont les héros dans un premier temps. Et ensuite, en fait, ce qu'il aimerait faire, c'est monter carrément une association, une espèce de club comme un club de jeux de rôle qui évoluerait autour de l'univers des livres dont les héros. Donc c'est une super initiative. Donc ça sera un club français, je présume. Peut-être qu'il voudrait faire des séances en live. C'est un truc qui peut se faire avec les livres dont les héros. On sait, nous, on a réussi à se le faire à 2, donc pourquoi pas avec une plus grande. En plus, il y a plein de trucs qui sont mis en place pendant le confinement, des applications pour les rôlistes. Donc c'est cool. Ça, je pense que c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que donc en fait il nous dit qu'il a quelques soucis, il est pas au top en matière d'informatique, donc il nous demande quelques conseils pour l'orienter dans son projet. Bien sûr, il a quelques contacts qui sont prêts à lui donner lui faire de dons de livres dont d'autres héros afin de bien débuter la page Facebook. Donc il nous remercie de par avance de notre soutien, de notre aide. Bah écoute, le plus simple Thomas, c'est que tu nous contactes à l'adresse habituelle et puis de formaliser un peu plus tes besoins et on pourra te dire comment nous on procède par exemple. Et donc à ce titre, la fameuse adresse que tu connais par cœur, Xavier. Donc voilà, tu peux nous contacter bien sûr à pdvelh@to-ceti.org. N'hésite pas à nous écrire des emails. Fred, avant qu'on le quitte justement, Thomas, on peut peut-être lui donner 1 ou 2 conseils là, direct à l'antenne. Donc c'est bien sûr de créer une page avec un type de groupe. Je vous conseille carrément un Discord. Mais voilà, un Discord c'est parfait parce que tout le monde peut se créer un compte vite fait, se loguer, avoir une conversation et donc plusieurs chatrooms, ce qui veut dire plusieurs salles de jeu pour faire du jeu de rôle en gros. Donc vous pouvez avoir la taverne, la caverne, le château fort, bref, comme vous voulez pour vous amuser à les désigner. Et vous pouvez avoir voilà sur le serveur plusieurs jeux de rôle qui se font mais vous gardez en fait les gens, la communauté ensemble dans cette même salle. Vous pouvez même créer une pré-salle ou une salle d'attente, voilà, où les gens peuvent causer, ou une salle privée que vous pouvez même loquer avec un mot de passe, comme ça si le MJ a besoin de parler en confidentialité à un de ses joueurs de quelque chose de très spécifique, bah voilà, vous pouvez aller dedans sans que personne écoute, sauf bien sûr le voleur s'il roule un super skill, voilà quoi. Fred, t'as des conseils toi? Oui, non, j'ai vu que pendant le confinement, il y avait beaucoup d'applications qui s'étaient mis en place, justement, parce que les rôlistes ne pouvaient plus se rencontrer, donc j'ai pas retenu leur nom, mais ça se trouve très facilement. Et oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour maintenant jouer à distance, et des livres dont les héros, c'est sympa de les partager, mais c'est vrai que certains sont sympas de les faire à plusieurs, et c'est vrai que pour la découverte, à des enfants dans un club amateur, c'est une super initiative pour leur faire découvrir la lecture, et c'est vrai que les émulsions de groupe peuvent être intéressantes, donc puis en plus les jeunes sont habitués à utiliser les réseaux sociaux, les trucs à distance, donc ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment marcher.
Après, on sait pas exactement sous quelle forme ils voudraient le faire, en tout cas, l'initiative est super, quoi, ça c'est clair. Ah ouais, elle est vraiment superbe, très très amusant ce que Thomas a comme projet, et puis aussi retour d'écran, hein, donc voilà, si vous avez un livre dont vous êtes le héros, un livre-jeu en PDF, retour d'écran dessus, tout le monde se met dans la communauté, le mec qui clique, hein, qui dirige le livre, comme ça on s'amuse, et puis vous pouvez garder bien sûr la fenêtre de chat, vos items, votre vie, bref, il y a tout ce qu'il faut quoi pour que ça se passe en ligne. Je sais que Donjons et Dragons c'est une plateforme qui a créé leur propre système, il y a aussi D20, qui a une énorme plateforme pour accueillir les joueurs de jeux de rôle avec carrément des figurines, vous pouvez mettre carrément un plateau. Et puis Fred, il y a aussi un truc très sympa, c'est une application sur Steam pour tabletop quelque chose... bref, c'est une application qui a même le support VR, donc voilà, si vous avez des lunettes VR, hein, n'importe quel type, vous pouvez rejoindre et carrément c'est une salle de jeu avec une table et puis vous pouvez installer des packs, et même Fred, il y a une version VR de Talisman. Ah, sympa. Ouais, mais il y en a plein. T'imagines le voleur qui te backstab en VR. Et en fait, il te le fait vraiment en VR, ouais, c'est ça, quoi, c'est génial. Voilà. Bah, écoutez, Thomas, en tout cas, on te souhaite bonne chance. N'hésite pas à nous écrire si tu veux en savoir un peu plus, hein, si nos conseils ça t'intéresse. Et puis, avec plaisir. Il nous dit surtout sympa, à la fin, il nous dit merci pour vos podcasts, ils sont géniaux. Bah écoute, merci à toi, Thomas, car tu nous écoutes et ça nous fait vachement plaisir. Et c'est des auditeurs comme vous tous qui nous écoutent, qui nous donnent envie d'en faire plus, quoi. C'est un vrai plaisir. Ok les amis, allez, c'est la fin du courrier des lecteurs. Fred, c'est parti. Et tu sais quoi ? C'est une série assez spéciale auquel on va attaquer. Déjà, elle se dit différente des autres, car le maître du dessin va pas se faire chier. 400 paragraphes ? Non, fuck you. 500 paragraphes. On se dit, oh génial, il va y avoir beaucoup plus d'histoires. Il y aura que dalle. Donc voilà, allez, on s'attaque à cette introduction. C'est parti. Alors, comme on disait à Forêt du Dragon, hein, c'est le premier tome du cycle du Maître du Destin, qui devait en avoir 3, peut-être plus, mais il n'y en avait que 2 de publiés. C'est sympa parce qu'il y a même des épilogues à la fin, ça sera peut-être tout ce qui sera sympa. Hein. Il aura connu qu'une seule édition en française, hein, en 1989, voilà, ça sera tout. Le titre original est Treachery in Drakenwood. Et sur Internet, on lit beaucoup de mauvaises critiques sur ce livre. Est-ce justifié ou pas ? Tu sais quoi, on va tout vous dire, mais je sens que vous sentez déjà la température, là. Fred, avant de sauter dedans, je te propose vite fait, qu'est-ce qui se passait en 85 ? On aime bien replonger en nostalgie. Est-ce qu'il y a une série télé qui te vient en tête, là, de 85 ? Oui, en plus très, très, très futuriste pour 85, qui est tonnerre mécanique, Street Hawk, c'est qui surfait sur la mode des K2000, Supercopter. En fait, ce qu'on sait pas, c'est que nous, ça passait à Donf sur la 5 en boucle, mais en fait, il y a eu que 14 épisodes. Donc en fait, on retombait toujours sur les mêmes épisodes, mais on s'en rendait pas compte. Et donc, voilà, c'était Jesse Mack à bord de ce bolide aux multiples pouvoirs travaillant pour les services secrets du gouvernement. Donc c'était une K2000 en moto. C'est marrant, ça fait vraiment penser à V quand tu dis ça. On pense comme ça passait constamment en boucle. On pense que V, bien sûr, les lézards, hein, les qui se cachent derrière les peaux d'humains, qui envahissent la Terre. Il y a même eu un reboot dans les années 2000, mais bref, voilà, il n'y a pas eu autant d'épisodes que l'on pense, que même le pilote, c'était un téléfilm. Bref. Écoute, moi j'ai une suggestion, mais elle est bien plus pourrie que ta Street Hawk. Tu te souviens de la petite merveille ? Non, ça me dit vite fait, mais je suis pas sûr que ça passe en France, ça, j'ai des doutes. Je crois qu'il y a Fabien qui est en train de dire « Oh, comment ça pourri Xavier ?» Je sais. Je sais que lui, il est fan. La petite merveille, voilà, c'était Small Wonder. C'est bien le truc années 85, quoi. C'est un android, une petite fille qui est créée par son papa, voilà, qui est en fait... il lui arrive plein de petites choses. Tout le monde se dit « Mais est-ce que c'est un robot ?» Elle filme par les oreilles, elle est super rapide pour faire des tâches ménagères. Bref, ça insinue à la comédie, hein, avec les voisins qui essayent de savoir mais est-ce que c'est un robot ou pas. Il y a quand même 4 saisons, hein, Fred, donc ça a carburé tristement comparé à Street Hawk. Ouais, bizarrement, oui, qui avait plus de fond, je pense, plus de matière, tu vois, un truc... Street Hawk. Ah, je crois que c'est la Forêt du Dragon qui me met dans un état d'alarme comme ça. Oh, allez, c'est parti. Allez, on entre direct dans le livre. Commençons par la couverture. Parlons des illustrateurs, surtout de Donald Grant. Alors, pour ceux qui nous ont suivis à travers notre mini-série Piranha, alors on a déjà parlé en fait de Donald Grant. Dans les années 80 à 90, il a travaillé beaucoup pour les éditions Gallimard, qui lui justement demandèrent d'illustrer la couverture de la Forêt du Dragon. Donc c'était le contact parfait, quoi.
Donc Donald est né en 1954 aux USA à Brooklyn. Depuis son enfance, il est baigné dans les livres et la culture. Voilà, c'est vraiment un passionné de tout ce qui est pop et surtout tout ce qui est art graphique. Sa mère était bibliothécaire et son père artiste. Donc tu vois, il avait les parents parfaits justement pour agrandir et épanouir sa passion. Enfant, il préférait dessiner plutôt de faire ses devoirs. Hein. Il décida à l'adolescent justement qu'il n'était pas fait pour les études. Il voulut découvrir le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait ? C'est parfait, quoi. Et il se balade dans le monde et justement, il va dans une des écoles les plus prestigieuses de Beaux-Arts à New York. Et c'est lors d'un voyage en France qu'il rencontre sa future femme et il décida de s'y installer définitivement. Est-ce que quelqu'un sait où est Donald Grant en France ? Donc, il devient illustrateur jeunesse et même auteur. Voilà, il a plusieurs livres dont il a écrit des textes et plein qui sont toujours en actif, là, qui sont toujours vendus aujourd'hui. Elle a un style très très coloré justement qui se fera remarquer par des grandes maisons d'édition. Bien sûr, voici arrivé Folio. Hein. Il n'a pas de genre particulier. Ils sont à l'aise dans tous les styles qu'on lui demande. Donc heroic fantasy, fantastique, ça peut être post-moderne. Plein de styles différents, quoi. Donc son style, comme on disait, hein, il aime surtout dessiner à la peinture acrylique. C'est un petit peu son petit préféré. D'ailleurs, je me demande si notre couverture n'est pas justement en acrylique de la Forêt du Dragon. Alors, il a 35 ans justement quand il créa cette couverture. Et puis aujourd'hui, comme on en a dit, hein, c'est un homme heureux qui continue sa belle carrière. Fred, c'est parti pour la description. Ouais, justement, je vais te lancer dessus. Oui. Attends, tu crois quoi, mec ? Tu crois qu'on va la passer cette couverture ? Alors vas-y, parle-nous-en parce que moi je la trouve. J'ai des avis partagés, mais vas-y, dis-moi tout, toi. Oui, en fait, je trouve que le plus sympa dans la couverture, c'est le cabochon, le maître du destin. Pas le cabochon, mais la capsule du symbole de la série. La capsule de la collection. Ouais, qui est assez bien faite, on dirait une espèce de vieillard ou de dieu sortant des eaux avec un sablier et les yeux rouges. Donc voilà, le maître du destin, c'est lui. Il a pas l'air de rigoler. La couverture, moi, je trouve que je sais pas trop en quoi en penser, parce que je trouve que déjà, je la trouve pas. En fait, je trouve qu'elle a tout et rien, en fait. Décris-la déjà pour nos auditeurs. C'est la Forêt du Dragon. Donc le titre, la Forêt du Dragon, et on nous montre un château. On nous montre un château avec un mec d'une cape rouge, un masque mortuaire ou un masque pour faire peur avec des cornes, monté sur un destrier noir. Harnaché de rouge, donc tout est en rouge, ils sont dans une espèce un angle de fuite où ils sont de 3/4, donc c'est très dynamique, on voit qu'ils sont en train de charger, sûrement c'est lui le maître du château, mais à part ça, je trouve que ça manque un petit peu de tout, quoi. Le château, il est bien sans être bien, le ciel, il est pas beau, la forêt, on la devine à peine, le cheval, il est pas bien anatomiquement, pardon, et le mec ne fait pas vraiment peur. J'ai l'impression qu'on dirait même que c'est un peu bâclé par rapport aux standards qu'on a l'habitude de connaître, mais bon, après, par rapport à ce qu'il a fait après pour les enfants, c'est comme ce que je préfère de sa production là que Fabien nous a montré. Donc moi, je sais pas trop quoi en penser, je la trouve un peu classique et un peu trop classique, un peu pour être vraiment intéressante, quoi. Ouais, je partage même avec toi là-dessus, je suis un peu déçu. C'est vrai que cette collection, de toute façon, les couvertures, on verra avec le prochain, mais je trouve qu'elles en crachent pas du tout, ça donne vraiment pas trop envie, c'est très cliché, hein, c'est le personnage mystique ou intimidant sur la couverture, mais dessiné, illustré d'une façon assez classique, parce que tu vois, ce même type de couverture, Fred, bien sûr, c'est le talisman de la mort, hein, c'est notre kit destrier, notre cavalier avec les babouches, hein. Ouais, qui porte ses fameuses babouches, j'adore ça, j'adore ce petit détail. Mais c'est la même chose parce que c'est quelqu'un sur un cheval qui a sa lance ou une arme, c'est une position dynamique, mais la couverture là en crache 10 fois plus. Et je crois que surtout ce qui lui manque ici en fait, c'est le détail, c'est ces couleurs qui pètent. Mais en fait, qu'est-ce qui nous raconte une histoire ? C'est ça qui est important sur une couverture, c'est non seulement, c'est pas la quantité de détails, c'est exactement les détails qui sortent, quelle est l'importance, qu'est-ce qu'on voit. Ici, on nous parle de la forêt du dragon, on n'a rien qui nous intimide sur cette forêt, contrairement à d'autres couvertures, hein, le titre du lieu est dedans, et on voit le lieu autour de nous, hein, et on sent quelque chose, là, comme tu as dit, il y a ce château médiéval un petit peu gothique allemand, il y a à peine une silhouette de forêt à droite, mais il y a quasiment que dalle, mais tu vois, je pensais que ça serait plutôt le destrier
fou ou un nom comme ça d'une couverture, quoi. C'est assez décevant. Mais en parlant du district, t'as pas l'impression que c'est les chevaux qui sont dans les manèges, ils ont exactement la même posture, tu sais, avec les jambes écartées. Et donc, en fait, moi, j'entends toujours avoir une espèce de barre qui le tienne et qui le truc qui remonte et redescend, en fait. Ça fait comme un simulacre. T'as pas tort, ouais. C'est marrant, ça. Ouais, absolument, je suis en train de regarder. En fait, si tu regardes la tête du destrier, elle est vachement sympa, parce qu'il a un casque qui lui donne une licorne, mais surtout, sa gueule, là, avec ses dents acérées. Là, c'est sympa, mais à part ça, ouais, c'est un manège, quoi. La forêt du dragon du manège, bref. Ouais, c'est une couverture qui nous envoûte pas. C'est pas, je la trouve pas mauvaise, mais juste moyenne. En fait, ça donne pas envie, quoi. Si je vois ça parmi une dizaine d'autres couvertures, surtout des couvertures Le Monde de la Lèvre, quoi, les couvertures bien what the fuck, bah ça me dit 10 fois plus, quoi. On n'est pas intrigué, quoi. Malgré le rouge qui normalement devrait nous péter aux yeux, bah non, là, le rouge, tu fais... non. Non. Et puis, Fred, justement, continuons. Ouais, en parlant de nom, quoi. En parlant de nom, écoute, je te laisse commencer à parler de Barry Morton, qui est donc notre illustrateur intérieur. Est-ce qu'on peut vraiment... On peut vraiment parler d'illustrateur, parce qu'en fait, ceux qui connaissent, il n'y a pas de mystère, mais en fait, il y a très peu de dessins intérieurs, c'est surtout des cabochons, bon bref. Donc Barry Morton, déjà, mystère, on ne sait pas grand-chose de Barry Morton. C'est peut-être un pseudonyme, on suppose juste que c'est un Anglais qui a travaillé sur les 2 tomes de la série des Bêtes du Destin. Donc, comme vous dites, des illustrations intérieures, donc ils sont très chiches et très pauvres. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croquis. En fait, c'est des cabochons, mais en fait, au début, je savais pas trop à quoi ça correspondait. En fait, c'est plus ou moins des plans d'espèce de labyrinthe de merde dans lequel on est engagé. Et franchement, ça me faisait penser à moi quand je faisais des jeux de rôle avec les décors d'HeroQuest. Je faisais mes petits murs, je mettais mon petit lit, mon petit coffre, les petites entrées. Mais ça sert à rien. Après, il nous fait des couloirs. Les cabochons, c'est des couloirs. Il y a 4 intersections. Bah, on a une croix en cabochon. Ah bah, il y a un couloir. Hein, on a un T dans le cabochon. Oh, il y a des iboulis dans l'étable. Il y a un petit tas de merde. Oh putain, mais... On fait bien d'en parler. Tu fais vraiment bien d'en parler parce que, bon, je sais que là, t'en dis du mal. Moi, en fait, je voyais ça bien, puis au fur et à mesure de lire le livre, je me disais, merde, en effet, ça n'a pas autant d'importance que je le pensais, à part ce qui se passe, donc, comme disait Fred, c'est à travers cette aventure, hein, qu'est-ce qui se passe ces aventuriers? Bah, au fur et à mesure qu'on lit nos paragraphes, il y a souvent une illustration du lieu où l'on se trouve. Donc on y reviendra plus tard beaucoup plus en détail. Mais ce qui se passe, que fait Barry Morton, c'est qu'il nous permet en fait de créer nous-mêmes notre carte en recopiant ces illustrations, Fred. Ah oui, mais toi, toi, tu l'as joué hard. Moi, mais je me suis dit, ouais, non, mais moi, j'ai pas joué comme ça, mais j'aurais dû, ça, t'as raison, ouais, mais... Oui, on peut. Moi, je l'ai pas fait. Mais ce que je voyais, c'était ça, c'était l'opportunité, en fait, de pouvoir recréer ta carte. Franchement, je suis même pas sûr, parce qu'en lisant le texte, mon ami, son truc, il a ni queue ni tête, hein. Bref. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La façon dont le livre est écrit, c'est assez choquant au début, et puis après, c'était fastidieux, emmerdant. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Mais en tout cas, voilà ce que faisait Barry Morton. Il y a très très peu d'illustrations. Il y a une illustration, Fred, avec une énorme araignée qui va nous bouffer, qui est vraiment pas très bien dessinée. Mais c'est dommage parce qu'à la fin, dans l'épilogue, on a un dessin qui manque un peu de détails, mais bon, malgré ça, il est quand même sympa. C'est juste des nobles en train de manger à table avec des armoiries derrière eux. Et puis voilà, c'est le dîner de fin, le mariage en fait de Dame Ariane, qui je trouve qu'il y a un petit côté sympatoche, quoi. Ça fait bien dessin à l'encre, très chouette, hein, les dessins très vintage, heroic fantasy, mais il y en a quasiment pas dans ce dessin. Je sais qu'il y a une montagne, il y a le sommet, le fameux pic du dragon, la canine du dragon. Ouais, oui, la dent du dragon. Ouais. La dent du dragon. Mais sinon, c'est ces petites illustrations et les aventuriers, franchement, avec Fred, je trouve qu'on connaît énormément de gens qui en fait beaucoup mieux dans ces petites illustrations de cartes. Hein, vous savez, c'est sur du papier graphique ou du papier à carreaux. C'est ça en français, Fred? Du graph paper? On dit papier millimétré, on appelle ça. Papier millimétré, voilà. Donc le classique, hein, pour tout bon joueur maître du jeu de Donjons et Dragons, ou n'importe qui dans son enfance qui s'amusait à dessiner des donjons, d'Heroic Fantasy, voilà, on met des piliers, des sarcophages, des monstres, on s'éclate à mettre des règles, des pièges. Donc c'est pour ça que, tu vois, quand j'ai commencé la Forêt du Dragon, je me suis dit, yo...
Et ça va être comme Metal Slugger le disait au début, tu vois, ce côté très Waxworks et compagnie. Et après, comme je disais, un Bard's Tale, vraiment Bard's Tale, quand on se balade, on est en train de dessiner en papier graphe le donjon. Je dis, yes, c'est vraiment sympa ce que fait Barry Morton, là, c'est cool. Et puis, vite fait, on se rencontre via l'auteur, Paul Vernon, que, oh putain, il y avait une idée là, mais elle est carrément pas du tout bien exécutée, elle est plutôt massacrée, quoi. Bref. Enfin, tu veux dire quelque chose d'autre sur Barry Morton ou est-ce qu'on passe, Ouais, non, on était tellement déçus qu'en fait on a décidé de vous parler du dessinateur de la couverture anglaise d'édition originale qui est Paul Bonner, qui a fait d'autres bonheurs pour le coup. Ah ouais, Paul Bonner qui lui a fait de très très belles illustrations, qui est à ce jour très actif et qui travaille pour beaucoup de projets qui se lancent des jeux de rôle indépendants sur Kickstarter. Donc voilà, qui est toujours d'actualité, quoi. Alors, avant de parler de cela, Paul Bonner, il a vraiment créé une superbe couverture, je trouve, pour la forêt du dragon. Fred, si je peux la décrire, hein, tu m'aides un petit peu là-dessus, tu me dis si ça roule. Là, on sent la forêt. On sent carrément la forêt du dragon, parce que on a un mur épais de pins, d'arbres, de pins, c'est ça, des pins, non, des sapins. Oui, mais en fait, il y a un truc, j'ai envie de dire depuis tout à l'heure, qui me fait marrer avec le titre anglais, qui est Treachery in Dracony. J'ai envie de dire, pour une fois, le titre n'était pas menteur. On dit qu'en fait, il doit être en train de se foutre de notre gueule. Traîtrise à Drakenwood. Ouais, en fait, le livre va te dire, tiens, tu penses que tu as eu mon aventure traîtrise in Drakenwood, tu vas voir. Le mot treachery me fait rire, parce que c'est vrai que le bouquin, c'est quand même pas mal toi, t'as fait la VO ou t'as fait la VF? J'ai fait la VF avec toi, j'ai vraiment lu la version éditée par Folio moi, Junior. je me suis demandé si ça venait pas de la version française, mais j'ai pas l'impression, malheureusement. Mais cette couverture, justement, donc il y a une forêt. Quoi, tu te marques? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est ton nom catégorique. Non. Ah, désolé, c'était naturel, je m'en suis bien pas rendu compte. Mais pour revenir sur cette couverture, donc voilà, c'est une forêt, un mur de sapins derrière notre héros, en fait, qui nous incarnons, qui est, je pense, un Fred, qui est un vieil homme qui est battle mage, en gros, c'est ça. Hein. Dans une main, il tient une épée, c'est ça, ou un marteau, ou une arme contondante, et dans l'autre, un sorte de bâton magique, arme contondante aussi, ou au bout, au lieu que ça soit une hache, en fait, c'est une tête un crâne de cheval, ou... De chèvre. De chèvre, ouais, donc on sent le côté... magie païenne, j'ai envie de dire, quoi, d'un personnage qui a les cheveux blancs, barbe longue, blanche, grise, avec cette cape, on dirait un peu un Gandalf païen, quoi. Mais j'aime bien, en fait, je le redirais, mais ce mur derrière de sapin, en fait, il arrive à dessiner parfaitement, même si le titre envahit beaucoup plus trop le dessin, ce côté claustrophobe d'une forêt dense. Et avec notre personnage là qui ressort la couverture, qui fait vraiment l'ermite battle mage fou, mais qui est là pour sauver le jour, quoi. Ça fait très anti-héros, je trouve. C'est sympa, ça change. Et ouais, est-ce que donc Fate Master, donc c'est le titre anglais, et Unicorn, c'est la boîte d'édition ou c'est la capsule je sais pas, justement, je crois que c'est la maison d'édition de Fate Master. Donc ils disent bien sur la couverture, voilà, Fate Master en haut et en bas, donc on désigne bien le type de jeu, hein, ça sentait qu'ils voulaient en créer plusieurs. Je pense que Unicorn, c'est la maison d'édition. Et puis sur le côté, en bas à gauche, dans un petit bandeau qui traverse l'illustration, on nous dit bien A Fantasy Adventure. Donc ça, c'est un peu pour mettre les gens en garde, comme quoi c'est une aventure, ce n'est pas un roman, quoi, c'est un livre-jeu. Fred, pour continuer justement sur Paul Bonner, donc Paul Bonner, qu'est-ce que c'est? Voilà, il est passionné de dessin depuis son enfance. C'est un Anglais qui s'amusait justement à dessiner les personnages du Seigneur des Anneaux, qui s'imaginait dans sa tête, donc il les recréait sur papier, quoi, il s'éclatait. Ses parents le poussent dans cette voie, ils se rendent compte que leur fils a un don. Et voilà, il fait ses études à l'établissement de Harrow School. Donc les Harrow School, en fait, c'est une école prestigieuse. Voilà, c'est un internat anglais uniquement réservé aux garçons. Bouh. Je sais pas si c'est un truc d'époque. Ouais, bouh. Et Fred, cet internat, en plus de donner des cours habituels des autres écoles, privilégie en fait les arts créatifs, du divertissement et du spectacle. Donc c'est vraiment sympa. Pour Paul Bonner, là, on sent qu'il est parti à l'école parfaite, quoi. Enfin, pour sa carrière. Une fois diplômé, il travaille pour des travaux publicitaires et aussitôt remarqué par John Blanche pour Games Workshop. Fred, Paul Bonner, en fait... John Blanche. John Blanche. The Master.
connais Donc, pas. Paul Bonner et Jan Blaney. Comment ça, tu connais pas Non, mais je attends, plaisante. Ça fait Bah bien oui, 5 épisodes qu'on n'avait pas parlé de lui. Hein. Ça me Ouais, c'est vrai trouvait. que ça fait un moment, quoi. Il me manquait, tiens. Ouais. Le Blanchitsu. Donc, voilà, pour Games Workshop, le voici dans un endroit parfait pour exercer son talent. Ses dessins sont vraiment fantastiques, ça plaît aussitôt justement à Blanche et à son équipe, hein. Il peint sur toile à l'aquarelle, il fait aussi pas mal d'illustrations à l'encre de Chine, hein, notamment pour Warhammer 40 000, donc c'est sûr que Paul Bonner doit avoir pas mal d'illustrations dans certains de nos codex. Alors, il est vraiment old school, il refuse de travailler à l'ordinateur, il veut pas faire d'illustration digitale, donc il continue à illustrer à ce jour en tant qu'indépendant pour de multiples projets de jeux de rôle. Et Fred, il y a un projet que je voulais te parler, justement, je ne savais pas que c'était Paul Bonner, et c'est un Kickstarter que je participe depuis quelques années, qui est une édition, une série d'extensions pour un univers qui s'appelle Trudvang. C'est basé sur les légendes et les lores vikings, mais aussi finlandaises. Alors, je t'en avais parlé justement. Oui, tu m'as montré ce truc-là. Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Je crois que c'est ce côté viking, tu vois, c'est qu'il fait tellement froid, on porte tellement d'armure lourde qu'on est toujours compressé sur soi-même parce qu'il caille. Donc il y a vraiment un style très sympa. Et là, en fait, j'ai participé à leur 3e Kickstarter qui va parler justement des elfes noirs. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment sympa. Bah voilà, bref, pour compléter sur Paul Bonner qui sauve le jour là en tant que dernier illustrateur de notre liste. Oui, parce qu'en plus, là, il y a un autre Paul qui le suit, qui est Paul Vernon, qui est l'auteur. Paul Vernon, Fred, je te laisse commencer à parler de Paul Vernon. Oh putain. Bah oui, c'est un peu comme l'illustrateur intérieur. En fin de compte, il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois que c'est la première fois qu'on a aussi peu de choses à dire sur un auteur dans nos podcasts, vous voyez. Donc Fabien, il a tout écumé. Le net il était passé au crible, rien. Si, ce qu'on sait, c'est qu'il a travaillé, donc il est anglais, il a écrit des articles pour White Dwarf et les 2 magazines de TSR qui étaient appelés Dragon et Imagine dans les années 80. Donc là, des super couvertures des magazines qui déchiraient tout, et donc il a écrit des articles. Donc voilà, après ces 2 fameux maîtres du destin, il ne fait plus parler de lui. Normalement, il y a un 3e volume qui était prévu, mais qui ne vit jamais de jour. Donc mystère encore dans notre dans notre série des livres dont les héros, il y a toujours parfois quelques mystères des auteurs, des pseudos, on sait pas tout. Voilà, donc est-ce qu'il est encore vivant? On n'en sait rien. Est-ce qu'il a abandonné l'écriture? On espère. Est-ce qu'il écrit sous un autre nom? On n'espère pas. Voilà. Est-ce qu'il fera toujours ce 3e volume? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On ne lira pas. Il n'y aura pas. Enfin merde, pour le podcast sera peut-être obligé. En espérant qu'il ait évolué quand même. Et ça nous amène à parler de la traductrice Pascale Hervieux. Alors, ce n'est pas facile, encore une fois, de trouver des informations sur elle. Hein. On remarque, à part quelques exceptions, que les traductrices et traducteurs sont toujours dans l'ombre du monde littéraire. Hein. Pas souvent facile de trouver beaucoup plus d'informations, surtout pour ceux qui ont travaillé, bien sûr, sur la saga des livres dont vous êtes le héros. Alors qu'ils ont un rôle si important, parce que c'est grâce à eux, hein, leur façon d'interpréter les traductions, le langage, surtout de retranscrire les actions de nos histoires. Donc c'est des gens très très importants. Alors il y a peu de choses à dire hein, sur Pascale Hervieux, voilà, elle a fait aussi bien des livres de jeunesse que des romans adultes. Elle fait également la traduction d'un loup solitaire, hein, La métropole de la peur. Elle exerce toujours son métier à ce jour, donc Pascale Hervieux, si tu nous écoutes, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu fais, c'est vraiment sympa d'avoir pu découvrir certains livres, dommage que ce fût la collection du Maître du Destin. Voilà quoi. Et Fred, avant de plonger justement encore plus loin dans l'univers de ce livre et enfin d'en parler, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il a tellement une mauvaise critique ou une mauvaise image? Justement, parle-nous du synopsis. Saperlipopette, Damarian, qui devait se marier prochainement avec le duc de Romacie, vient juste d'être enlevé. On a assisté à son enlèvement, on est au courant de tout. Les kidnappeurs sont les hommes de main de Sir Romuald. Le comte d'Elfaron, le père d'Ariane, menace d'une guerre le royaume si sa fille n'est pas remariée, ramenée saine et sauve. Nous, en quête d'argent et de gloire, nous décidons d'aller dans la macabre forêt du dragon pour retrouver la belle, éminer Romuald et surtout toucher la récompense. Donc voilà, c'est très simple, la princesse s'est fait enlever par le méchant, le gentil donne une récompense, nous on est l'aventurier, on va le chercher. C'est parti. Allez les aventuriers, on fait une petite pause musique, Fred, c'est parti. Attends, je cherche un petit peu dans mes vinyles. T'as envie de quoi là? Du psychédélique, du prog rock, fantasy metal? Je prendrais bien du psychédélique épique, moi, t'as pas un truc comme ça là? Psychédélique épique? Ou du fantasy là quoi. Ok, attends, il faut qu'il y ait un mot qui soit en rapport avec l'univers de Warhammer 40 000.
Oh, attends, j'ai un super vinyle là. Ok, c'est du groupe Amondoul 2. Et le titre du morceau, c'est Archangel Thunderbird. Oh bah oui, bah voilà, limpide. Ça fait plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, entrons tout de suite dans ce tout premier volume, intitulé La Forêt du Dragon, de la collection Le Maître du Destin. Et Fred, comme on aime bien faire sur notre émission, notre podcast avec nos auditeurs, c'est de parler un peu des moments forts, des moments clés. Qu'est-ce qui nous a plu dans le scénario, des séquences qu'on a souvent tous les deux accrochées ou qu'on aime partager, parce que c'est une façon qu'on aime bien justement développer notre attention là-dessus et se décortiquer. Et tu vois, j'ai envie de te dire là, parle-moi d'un des moments forts de l'histoire, mais on va rentrer dans les détails, mais Fred, il se passe fucking rien dans ce livre. Mais absolument que dalle. Mais les premières pages, on nous dit ce qu'est l'histoire. D'ailleurs, il y a une introduction
J'espère en tout cas que c'est pas la faute du traducteur, mais mon Dieu que c'est déjà un peu bâclé, bordélique et difficile de comprendre ce qui se passe dans le backstory en 2 pages. Il y a beaucoup de noms qui sont jetés par-ci par-là. Il y a un nécromancien, un baron, un duc, hein, comme tu disais Fred dans le synopsis. Damarian, c'est le seul truc qui était plutôt clair pour moi, quoi. Et Romuald, voilà, c'était des noms clés. Je me suis dit ok. Mais après, comme je disais, les aventuriers, il se passe. Ok, tu sais quoi, on va se faire le challenge. Fred, parle-moi d'un moment clé. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans l'aventure? Moi, ce qui m'a marqué, c'est les règles. Parce que j'ai vu que les règles étaient différentes. Oui, on va en parler de ça aussi. Les règles sont... non, mais franchement, on va en faire... C'est très simple, hein, les règles. Mais je pense que moi, quand j'ai commencé par les règles, je fais tiens, on connaît les règles des défis fantastiques. Là, c'est un peu pareil. On a trois caractéristiques. On a donc l'endurance, l'habilité et on a des pouvoirs. Donc après, on a une liste de pouvoirs. Donc ça, c'est bien. Donc on jette 2d6 plus 6 pour les 2 premiers et un d6 plus 3 pour le... Non, c'est un d6 plus 6 et un d6 plus 3 pour le dernier. Bon, bref. Et en fait, aussi, le principe, c'est qu'en fait, quand vous en combat, vous pouvez décider de perdre ou bien des points d'endurance ou bien des points d'habilité. C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez. C'est pareil, si vous tombez à 0 dans l'une des deux, vous tombez inconscient ou vous avez un chapitre particulier. Donc il y a ça, les pouvoirs, donc il y a une liste assez importante, qui sont assez classiques. Le truc contre les morts vivants, les rayons d'énergie, hypnose, guérison, leurre, invisibilité, lévitation, incandescence, adhérence, sésame, des trucs assez classiques. Et alors il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait vous avez des variables défensives et des variables d'attaque qui en fait sont des bonus ou des malus sur votre jet de dés. Et en fin de compte, ces variables, ça peut prendre aussi bien votre score en caractéristique que vos armes ou vos défenses. Donc en fait, c'est bien, c'est selon votre équipement, selon votre santé ou votre score en habilité à l'instant T, vous avez des variables d'attaque ou de défense. Donc sachant qu'en fait, il faut faire 7 ou souvent 7 sur le dé pour 7 ou plus pour gagner le combat. Donc vous voyez, donc donc là, le système changeait. Mais c'est à peu près tout. Parce qu'après, déjà l'intro était très pauvre, hein, et c'est vrai qu'après, moi et au début ça part pas mal, parce qu'en fait, on est quand même dans une ville. Voilà, ça devient un peu bizarre ce qu'on nous dit si... Il y a un système de jours aussi, qui sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, ça. En fait, on a 7 jours pour retrouver la Damarian, donc comme on l'a dit à l'intro, la Damarian, elle se fait enlever. En gros, le livre commence où on est un petit peu à l'abri d'un autre planque en revenant de la forêt ou d'une aventure quelconque, et il y a une énorme cavalerie de destriers, des chevaliers armés et tout, qui justement, on voit qu'il y a une femme, on dirait justement une duchesse ou quelqu'un de royauté qui est attrapée prisonnière, quoi. Et puis il y a même une séquence très cliché, Fred, hein, du chef qui exécute voilà, un de ses propres hommes pour justement parce qu'il s'est permis d'être une chouille un peu trop heureux. C'est un cliché, j'ai trouvé toujours ça con, moi, de façon d'écrire, parce que ton ennemi vient de réduire sa puissance. Il vient de buter l'un de ces mecs. T'imagines, le gars lui dit « Chef, vous venez de tuer notre archer champion du monde. » Il était un petit peu con dans la tête. Mais en fait, le chef a eu raison, parce qu'en fait, c'était un peu une attaque. C'est un peu une attaque surprise sans que personne ne sache qui c'était, parce qu'en plus, ils avaient mis des faux blasons. Et là, le mec, il fait « Oh, ils vont rien comprendre, les gars, ils vont jamais comprendre, c'est nous qui les avons attaqués. » Et le chef, le but, c'est qu'on sait jamais, il peut y avoir des espions partout. Et là, en l'occurrence, il y a nous dans l'arbre. Donc, quelque part, le chef, il avait raison, parce que c'est grâce à ce sous-fifre buté qu'on a tout le fin mot de l'histoire. 2 petits mots suffisent, hein, ta gueule. Ta gueule, je te bute. Pas toi, mais ta gueule, je te bute contre le chevalier, quoi, qui s'est permis d'être un peu trop blablateur. Enfin bref, et voilà, donc nous, bien sûr, on va en ville, on va voir le baron. Le baron, il nous sort toute une histoire comme quoi il y avait le mariage de prévu pour Damarian. Sinon, si elle revient pas d'ici 7 jours, il va déclarer la guerre. Je sais, putain. Eh ben allez donc, comment dire, les riches, ils se permettent de faire vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Putain de merde. Déjà, ils ont la justice dans leur faveur avec le nombre de thunes qu'ils ont dans leur banque. Mais maintenant, ils ont le droit de faire guerre juste parce que la Damarian, c'est quoi? C'est sa fille? C'est sa nièce? Oui, mais déjà, il y a l'histoire de fratrie où la fille était... La Damarian était destinée à un frère, mais c'est le jeune frère qui la veut, donc il l'a enlevé. En plus, c'est le jeune frère, il est parti avec un nécromant, donc il fout de la merde. Donc il y a une espèce de guerre civile, l'arvère qui couve. Et le roi, le père, il dit, bon, là, ça fout la merde, si elle n'est pas revenue dans une semaine, c'est la guerre. Voilà, donc ce qu'il faut se souvenir, c'est que Romuald, c'est le père, Damarian, c'est la femme enlevée. Non, pardon, Romuald, c'est le chevalier qu'on a chopé dans l'arbre, qui a buté un de ses
c'est le sergent qui a buté un de ces mecs là, c'est justement celui qui a enlevé Damarian. Et Zandabar, c'est le nécromancien qui travaille avec Romuald. C'est ça, hein. Mais Fred, je reviens à notre question de départ. Quel était le moment fort dans l'aventure pour toi? Mais en fait, moi, ce qui m'a marqué dans l'aventure, je sais pas si c'est un moment fort. Je te jure, si tu me redis les règles encore une fois... Ah non, mais c'est que j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai jamais eu autant l'impression de tourner en rond dans un putain de livre, mais sans queue ni tête. En plus que des fois, je revenais à des endroits que j'avais fait il y a 3 heures de lecture, je comprenais rien. C'était pas possible. Pour décrire justement pourquoi on tourne en rond, Fred, t'étais pas le seul, moi aussi je tournais en rond. Ce qui se passe, c'est que le livre est écrit d'une façon... où l'aventure n'est pas dans un crescendo narratif. Alors ce que je veux dire par ça, c'est un livre dont vous êtes le héros. Par exemple, on va prendre un très grand classique, hein, le labyrinthe de la mort. Le labyrinthe de la mort, on retourne pas sur nos pas. Mais si jamais ça devait être le cas, souvent, et on retrouve ça surtout avec Steve Jackson dans Sorcellerie, c'est qu'il nous dit si vous êtes déjà venu à cet endroit-là, allez plutôt à ce paragraphe-là, comme quoi la séquence, le lieu a évolué, pour pas rencontrer encore la même chose, le même dialogue. Et là, ici, dans ce livre, c'est très différent, parce qu'en fait, il se passe rien de la façon narrative, hein, Fred. Il se passe rien du côté histoire. Pour vous dire, c'est les paragraphes. Fred, fuck, j'en prends un en exemple pour nos éditeurs qui connaissent pas le livre. Allez, dis-moi stop, tiens. Stop. Ok. Vous vous retrouviez au pied d'un escalier en colimaçon. Sur la droite s'ouvre une porte. Si vous désirez monter l'escalier, rendez-vous au 161. Si vous préférez franchir la porte, notez les numéros de ce paragraphe et rendez-vous au 108. Cette règle-là, qu'est-ce qu'elle est chiante. En plus, des fois, elle est mal faite, ça fout dans des impasses. Ça, c'était trop chiant, ça. C'est comme, est-ce que vous voulez voir s'il n'y a pas un passage dérobé? 9 fois sur 10, ça t'amène un mec ça amène la merde. Ah ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent vos paragraphes vous donnent des directions, mais sont pas écrits d'une façon... comme je disais, en crescendo narratif, comment dire, un narratif dans le temps, donc vous pouvez revenir à ces endroits-là, et le problème c'est que peut-être que vous allez revenir vers le sud ou l'est, mais le paragraphe est écrit d'une même façon, donc c'est à vous de vous souvenir d'où vous venez. Donc là, comme je disais, il y a un autre exemple, c'est il y a une sortie au sud-est, au sud-ouest, au nord-est, on se dit ok, moi je crois que je viens du nord, je sais plus trop, il faut se souvenir quelle direction vous avez prise, parce que c'est ça qui vous fait tourner en rond. Et avec Fred, on a tellement l'habitude de Fred va à gauche, moi je vais à droite, et là c'est va te faire quoi. Non. Et d'où le fait que je pense que le jeu se base beaucoup trop sur ce qu'il pensait aller être déchiré, mais en fait est très fastidieux et emmerdant. C'est ce côté où on doit créer une carte. Oui, c'est sympa, mais c'est un gimmick. Une fois que tu le fais pendant 2-3 minutes, t'en as marre, parce que finalement il se passe rien. Il y a très peu, il y a quasiment pas de moment dans l'aventure où il se passe une aventure. Tu veux que je te dise un truc là qui m'a frappé quand même. Là, je crois que j'ai jamais vu ça. Il y a un paragraphe, donc un petit truc très court qui me dit rendez-vous au 162. Au 162, il est marqué rendez-vous au 126. Là, je me dis déjà, je tic. Je me dis pourquoi je vais pas aller directement au 126. Là, je vais au 126. Ils me disent la page s'ouvre très lentement. Rendez-vous à un autre numéro. Je fais putain. Mais là, je viens de me faire 3 paragraphes pour rien. Et après, tous les paragraphes, on le dit pas, mais en fait, quand on annonce une direction, en fait, on t'annonce une direction, on te dit même pas où ça va, pourquoi t'aurais besoin d'y aller là-bas, on te dit, tiens, t'arrives là, il y a 4 endroits, vas-y. Moi, il y a un endroit, en fait, je retournais tout le temps, c'était une falaise avec une grotte, avec des chemins, et j'avais fait dans long, en large et en largeur, et je retombais toujours sur cette putain de falaise, et cette putain de grotte en haut. Et dans cette grotte, je savais qu'il y a un putain de dragon, que je me suis farci 3 fois, parce que pareil, dans cette grotte-là, t'arrêtais pas de retomber dans les mêmes endroits, t'y passais 10 fois, c'était insupportable. Et moi, j'ai passé ma vie à tourner en rond, retomber sur des endroits où j'avais déjà fait pratiquement en long, en large, en travers, et je comprenais pas où fallait passer, et c'était... Et en fait, c'est ça, au bout d'un moment, tu notes les paragraphes que t'as déjà fait, quoi, parce que comme ça, tu dis, ah, celui-ci, j'ai déjà fait, ah, tiens, celui-ci, j'ai pas fait, bah, je vais aller voir là-bas. Moi, à la fin, en fait, mes choix, c'était même plus des choix de jeu, c'est des choix de hasard, parce que j'étais tellement perdu, j'avais tellement marre de tourner en rond, que je faisais pas les choix qui me plaisaient, je faisais des choix pour avancer, pour que ça m'arrête de me mettre dans ces espèces de boucles qui n'en finissaient pas, quoi, c'était assez chiant, quoi. Et pourtant, je trouve qu'il y a des bonnes idées, parce que le mec, je pense, a voulu faire quelque chose, c'est qu'en fait, il a toujours faire des paragraphes avec beaucoup de propositions. En fait, ces propositions-là ne mènent nulle part. Et quand même, là, faut pas déconner, c'est des descriptions, quoi. Bah oui, il y a aucune, c'est ça, il y a absolument pas de création du monde autour de nous, il y a explication de que dalle, c'est très simple, c'est vous êtes sur une falaise, vous êtes au milieu d'une forêt, vous êtes sur un chemin, tu vois, on nous décrit rien, il y a qu'une seule de nos 5 sens qui est utilisée, c'est la vue.
On sent rien des autres, quoi. Il y a aucune façon de plonger le lecteur dans l'univers de Paul Vernon, quoi. On sent que dalle. Et Fred, j'ai voulu intervenir plus tôt, mais il t'est arrivé quelque chose, t'as rencontré un dragon, dis-moi. Et je plaisante pas les auditeurs. Il vous arrive que dalle, putain, mais dans ce livre, vous allez constamment choisir des directions et il vous arrive constamment rien n'est décrit, un effet, à part bien sûr le visuel, quoi. Vous êtes sur un pont, allez à droite ou à gauche, vous arrivez à travers un chemin, allez à droite ou à gauche. Je veux dire, franchement, quand tu compares La Forêt du Dragon, et nous on se plaint justement par exemple de l'écriture, le style de Ian Livingstone, mais putain, mais je lirais 10 fois plus un livre de Livingstone que ça, quoi. Au moins il se passe quelque chose. Ah mais là, attends, mais moi ce qui m'avait choqué, bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais c'est quand t'arrives enfin à voir les deux antagonistes, là, Romuald ou Comuald, de son nom change tout le temps, et Zandabar, les mecs ne sont même pas décrits. Ah, c'est toi qui oses me défier. Putain. Combat. Oui, c'est ça, c'est en quelques paragraphes. C'est en quelques paragraphes. Ah, voilà, mais c'est pas... Allez, la merde. Les deux, c'est pareil. C'est-à-dire, oh, tu oses me défier, combat. Tu veux jeter un sort? Non, tu as Titi. Bon, voilà, combat. Et ils ont pas... Aventurier, tu m'as trouvé. Quoi. J'étais en train de boire une bière et tu arrives juste derrière moi. Tiens-toi prêt, tu vas mourir. Vous tuez machin. Zandabar se trouve dans la salle. Aventurier, c'est moi qui ai Damarian. Bonne chance, il faudra que tu me passes par-dessus. Vous passez par-dessus Zandabar. J'ai dit putain, mais les mecs, vous foutez de la... En fait, Fred, tu vois, quand on est rentré dans ce podcast, je connaissais un peu la critique et la mauvaise critique qu'avait la saga du Maître du Destin. Mais ce que je savais pas, en fait, c'est que c'est pas le meilleur du pire. Ce n'est pas du tout ça, c'est juste chiant. C'est pas amusant. Et pour prendre un autre exemple d'un livre dont vous êtes le héros, qui est pour nous un nanar, mais qu'on s'amuse, Fred, c'est le justicier de l'univers. Ah oui, moi je m'attendais à un justicier de l'univers, moi, qui était un peu fastidieux, mais au moins qui était un peu barré, qu'on s'était marré, on faisait des situations où c'était complètement et qui était loufoque. Mais ça va, moi je me suis pensé, j'ai comme passé un bon moment, moi. Tandis que là, mais c'était... C'était con, l'aventure était débile, c'était idiotique, c'était nawak, c'était un mélange d'heroic fantasy, science-fiction, c'est putain choisis ton genre, colle-toi dessus, il y a trop de style, tu veux tout faire et en fait c'est un gros chemin, ça ressemble à rien, c'est une chimère qui fait pitié, mais au moins il se passe quelque chose, et encore une fois je le répète, il se passe que dalle dans ce livre, quoi. Vous allez juste marcher sur un chemin. C'est comme si j'ouvrais ma boîte de Warhammer Quest et je posais les dalles, mais je sortais pas les figurines ni les fiches de personnages. Et toi et Fabien, vous me gardez du genre, qu'est-ce qui se passe, Xav? Je sais pas, vous allez où? En bas ou en haut? Ouais, mais on fait quoi avec Xav? J'ai noté, on dit, des fois, il y a beaucoup de choix, il y a des espèces de paragraphes Carrefour, ils te donnent des fois 5-6 choix, 5 trucs à faire. Et en fait, moi, je l'ai noté, et en fait, ça me saoulait de retomber dessus. Je fais, putain, je retombe encore à ce paragraphe, je dis, je retombe encore à ce paragraphe. Tu l'as noté, ou tu peux le lire? Ah oui, bah, j'ai le paragraphe 211, page 85, le paragraphe 253, page 99, le paragraphe 349, page 128, le paragraphe 273, page 105. Non, en plus, je les ai effacés au fur et à mesure, mais non, mais... Et en plus, oui, il y a un truc qui fait souvent aussi qu'on n'a pas dit, il nous dit, vous voulez voir un objet, notez le numéro de votre paragraphe et allez à tel endroit. Et des fois, il dit à tel endroit, et en fait, des fois, le système est mal fait. En fait, c'est pas le bon paragraphe auquel ça te renvoie. Et même une fois, moi, j'ai vu un contact, il voulait que je récupère un gnome. Si, il y a un contact, je tombe sur un mec qui est pas un antagoniste, un gnome qui me dit, je sais où est Damarian, si tu me ramènes une hache particulière, je te donne l'info. Au moins, il t'arrive quelque chose, c'est sympa. Ouais, mais attends, j'ai tout le chemin, en fait, j'ai même pas besoin de me déplacer dans le labyrinthe, ils me disent, vous allez là, vous allez là, vous allez là, vous allez là. Il me dit, la porte est devant vous. Ils me disent, est-ce que vous voulez trouver une porte dérobée ou revenir en arrière? Moi, je fais, je trouve un espace dérobé, vous avez attiré l'attention sur les gardes et vous devez vous combattre. Mais je fais, mais attends, mais en fait, je peux même pas rentrer dans la salle, quoi. Non, je sais pas, il y a des trucs comme ça qui étaient incompréhensibles et moi, franchement, moi, je me souviens, assez rapidement, je suis tombé dans une crypte avec 2 sarcophages et des ghouls. C'était au tout début de mon aventure. Mais j'avais fait tout le tour, j'avais passé par tous les trucs du bouquin, et à un moment, je suis retombé dans cette salle-là, mais j'ai fait, c'est pas possible. C'est pas possible, cette salle-là, je l'ai vue il y a... C'est-à-dire, faut que je me retape tout le cheminement que je me suis tapé depuis eux. Et je m'en souviens, il y a l'histoire de la falaise avec la grotte du dragon, mais ce passage-là, à un moment, je pensais que j'allais être bloqué ici, carrément. J'ai noté, il y avait quoi, il doit y avoir 7 choix en tout. Sur les 7 choix,
il y en a qu'un seul qui t'emmène quelque part, alors encore pas tout de suite, hein, faut que tu fasses encore les bons choix sur 2-3 paragraphes à la con. Non, puis tiens, tout d'un coup, tu ouvres la bonne porte et ça y est, là t'as la salle du boss, la salle du sous-boss, et après, voilà, ça s'enchaîne, mais sans queue ni tête, personnage pas décrit, les descriptions, vous êtes dans un tunnel sombre, vous êtes dans un tunnel aux pierres carrelées, vous êtes un tunnel aux pierres taillées, c'est tout. Il y a une direction nord-ouest, le truc fait un coup dans la direction du sud-ouest, où allez-vous? Nanana, tu sais même pas où ça t'emmène, tu sais même pas pourquoi, tu sais rien. Franchement, c'est... j'ai jamais vu ça, quoi. Et puis en plus, la traduction française, au début du bouquin, merci, quoi. Je crois que c'est une des pires encore. Avec c'est les un peu le sauts-pages, bordel, ouais. Oh là là, c'est incompréhensible. Si tu veux, je peux te lire, histoire qu'on se replonge un peu dans pourquoi pas, on va se faire du PTSD de livres dont vous êtes le héros. Je te lis le passage de Romuald, là, je le montre aux auditeurs, comment c'est supposé être un moment clé, et puis finalement... Bah oui, c'est très court, hein, je m'en souviens. Vous pénétrez dans une pièce somptueusement meublée. Un homme mince et richement vêtu vous tourne le dos. Il se retourne au bruit de vos pas. « Ah, un aventurier !» s'exclama-t-il. « Vous venez sans doute pour secourir Damarian et empocher la récompense. Eh ben, en fait de la gloire et de la fortune, c'est la mort que vous trouverez ici. C'est Romuald, car c'est bien de lui qu'il s'agit. Vous attaque sauvagement, lancez 2 dés. Si le résultat est inférieur ou égal à votre tête d'habilité, rendez-vous au 232. Et débutez le combat à l'étape numéro 1. Sinon, commencez le combat à l'étape 5. Et même pas qui es-tu, qu'est-ce que tu fous là, c'est un aventurier, ok, vas-y, je te dégomme. Et oui, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a des événements aléatoires qui peuvent t'arriver, c'est en fonction des tests des tests d'habilité. Si tu foires, il t'arrive des merdes, des événements. Ouais, il y en a très peu, hein. Franchement, écoute, moi, ce qui m'est arrivé, hein, encore une fois, je me plains qu'il m'arrive que dalle, mais vraiment, alors, au début, en gros, ce qui se passe, les auditeurs, c'est au début, vous commencez dans la forêt. Alors, soi-disant, le livre s'appelle La forêt du dragon, mais les 3/4 du livre, après, se passent dans une caverne, dans la dent du dragon. Donc, finalement, je sais même pas pourquoi le livre s'appelle La forêt du dragon, quoi. On y passe un moment, mais que la moitié du livre, et finalement, il y a rien d'important dans la forêt du dragon, à part la dent, donc je sais pas si... Quand ils disent la forêt du dragon, c'est la forêt de la dent du dragon. Bref, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Ah oui, mais oui. Mais au début, je me balade dans les bois et ça commence bien, tu vois. Quand je commence à lire le livre, je dis ok, c'est nouveau. Ah, ce côté de dessiner les cartes, c'est sympa. On se balade et là, le livre me dit, vous entendez un barde chanter au loin dans la forêt avec une chanson envoûtante. Fred, je me dis putain, un barde, j'adore cette classe de personnages dans Donjons et Dragons, c'est ce que j'adore jouer. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, j'y vais, je vais essayer de trouver cette voie. Faites un test de magie, car en fait, vous vous rendez compte que ce chant est en fait un chant ensorcelé qui vous cause malheur. Bon, fait chier, ok. Faites un deuxième test, donc je dois perdre 2 points de pouvoir. Oui, je sais, je suis passé par là, ouais, tu veux, pareil. Ok. Et je suis passé 3 fois. Ah oui. 3 fois où j'entends le chant du barde. Je suis putain, les mecs, quoi, arrêtez de me renvoyer ici. Écrit, putain, 500 putains de paragraphes. Ah oui, mais pourquoi c'est ça, est-ce que 500, je tombe 500 putains de paragraphes. Attends, dans combien de pages pour qu'on rigole? Je crois que c'est en 140 pages, 182. Putain. 500 paragraphes en 182 pages, je crois que. Non, mais c'est Allez, court, dis-moi stop là, je vais en lire un autre tellement qu'il se passe rien dedans. Dis-moi stop. Stop. Ok. Vous ne trouvez aucune porte dérobée, mais vos recherches vous permettent de découvrir que le mur situé à votre gauche est branlant. Fort de cette découverte, vous parvenez à longer ce mur sans provoquer d'éboulement. Rendez-vous au 217. Bon, ok. C'est passé un truc, il y a une sensation et on a vu quelque chose. C'est déjà ça. Mais j'ai rencontré des orques. Je dis, ah ok, c'est un univers où il y a des orques, d'accord, je m'y attendais pas du tout. Je les ai pas vus arriver non plus, moi j'ai pas trop compris pourquoi ils sont arrivés d'un coup là. Ouais, je croyais que ce livre allait être un peu plus magie, bas magie, un peu Conan le barbare, tu vois, il y a pas d'orques, il y a pas de trolls. Toi tu rencontres un dragon, moi des orques. Mais mais si, en fait il y a des rencontres, donc il y a ce fameux vallon là, ce fameux petit lac en fait qui est ensorcelé, qui nous sert à rien. Moi, je suis tombé sur le dessin avec la cabane avec les biches, où le mec, il t'accueille, il te fait passer une bonne nuit, tu prends un repas, il te restaure tout grâce à son potage. Oui, ouais, il y avait lui, ouais. Ouais, bon, ok, il te prévient un peu, il te prévient un peu sur les dangers de la forêt et tout ça. Et par contre, oui, il y a un truc qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'en fait, le premier paragraphe, qui est la ville, qui est après l'intro, où en fait, on est fort de nos informations, on doit faire un test de dés pour avoir des infos en fait qui peuvent nous faire perdre du temps, et en fait on a une espèce d'enquête à mener, ils nous proposent deux destinations sachant qu'une sera plus ou moins longue, et c'est vrai qu'on peut revenir en ville tout ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a
Parce qu'il y a aussi, pour lancer les pouvoirs, et quand on vous lance des pouvoirs, dès que le mec en face a des points de pouvoir comme vous, il y a des règles de résistance au sort. Mais moi, franchement, quand je voyais les règles, je me suis dit, tiens, ça part bien. Il y a une espèce de... un petit côté JDR avec ton équipement, t'augmentes ta variable d'attaque, donc t'augmentes tes caractéristiques. Les armes font des dégâts spécifiques par rapport à l'arme. Non, les règles, je les trouve vraiment sympas, Fred. En fait, je trouve que c'est un parfait mi-chemin entre le jeu de rôle et le livre dont vous êtes le héros. C'est ça, les règles, c'est mi-chemin entre le jeu de rôle et franchement, tu mettrais, qu'on appelle notre série à Loup Ardent avec ces règles-là. Ouais, ce serait 10 fois mieux d'un coup, là. Ça serait 10 fois mieux d'un coup. Bon, faudrait peut-être les complexifier, les étayer un peu. Mais franchement, ça serait beaucoup plus sympa. Là, c'est vraiment le mix entre, c'est ça, les dons de l'euro et jeu de rôle. Là, franchement, je trouvais le plus sympa, c'est de récupérer les anneaux, là, pour avoir sur les chefs, les anneaux pour récupérer les bonus en variable d'attaque ou de défense, trouver mon épée magique, ma potion, tout ça. Ça, j'étais content, c'est sympa. En plus, je me dis, c'est une quête, donc ça va sûrement me servir dans le prochain épisode, dans le prochain livre. Mais le cheminement est tellement casse-pied, quoi, pour en arriver là. C'est super pénible. Mais franchement, moi, je m'étais déjà plaint de certains labyrinthes, mais celui-ci, c'est même pas un labyrinthe dans le livre, c'est tout le livre était une espèce de truc un peu foireux où le mec a voulu, en fait, je crois qu'il y a une intention qui est louable, c'est de proposer toujours beaucoup de choix, proposer une espèce de monde ouvert, où il n'y a pas une espèce de chronologie vraiment, où c'est le mec, bon, à force, il va trouver le chemin. Mais en fin de compte, il nous fait des boucles, et ça se joue vraiment à un paragraphe pour sauter complètement de trucs. C'est un bordel complet. Et franchement, c'est vrai que ça manque de description, ça manque de tout, quoi, de tension, ça manque... Mais moi, j'ai tué un dragon, j'ai utilisé un pouvoir pour le buter, ça y est, c'est terminé, quoi. Puis le dragon, j'ai fouillé, bon, il avait des pièces d'or. Par contre, dans cette aventure-là, je suis blindé de pièces d'or, hein. Si tu veux des pièces d'or, des émeraudes... Ah, je sais même pas quoi en foutre, moi. Je sais pas à quoi ça sert. À quoi ça veut me servir? Tu sais, on a pu... Mais oui, c'est pour des pas... Ouais, on n'est pas dans un jeu de rôle où... franchement, je suis sorti de l'aventure, j'ai 112 pièces d'or, j'ai 2 émeraudes à 40 pièces d'or, j'ai un pendentif qui fait 30 pièces d'or... Paul Vernon, comme on a vu dans la doc, il écrivait pour des scénarios, des revues pour du jeu de rôle, quoi, TSR, donc Donjons et Dragons. Moi, je me demande, en fait, s'il a pas ce côté Donjons et Dragons qui est resté à nous donner, en fait, du loot. Le problème, c'est que le loot, il sert à rien dans le livre-jeu si on peut pas le dépenser, quoi. 112 pièces d'or, à quoi ça me sert? Le mec va jamais s'en servir, quoi. Tu vois, je comprends, parce que quand Herbie nous le fait dans la quête du Graal, il s'amuse, quoi. Il s'amuse à nous dire, vous avez plein de trésors, mais pas de chance, parce que Marguerite la vache, machin, et puis vous retournez dans votre univers à vous. Ok, c'est mignon ce qu'il fait, tu vois. Genre, il y a une raison pour laquelle on peut pas profiter de ce butin, c'est un sympa. Mais là, Vernon, je suis ok, bon, vas-y, je le note, mais j'avais une sensation que ça allait me servir. Mais comme tu disais, j'ai envie de revenir sur le positif, parce que en effet, je trouve qu'il y a une bonne idée. Il y a vraiment un concept dans ce livre qui est vraiment intéressant, parce que le jeu se joue comme un monde ouvert. J'étais invité récemment, Fred, sur un podcast qui s'intitule Paraculte, salut les deux Guillaume, hein, au passage, mais j'ai parlé justement d'un livre-jeu, une saga de livres-jeux qui s'appelle Destiny Quest, qui sont vraiment des livres-jeux qui ressemblent beaucoup à des jeux PC ou des jeux vidéo, jeux de rôle, quoi, où il y a des sous-quêtes, des quêtes secondaires, il y a la quête principale qui évolue, mais le livre est énorme, hein, 700 pages et quelques, 600 et quelques, je crois, 650, bref. Mais on peut vraiment se balader dans le monde, il y a énormément de possibilités de rencontres, et l'écrivain Michael Ward écrit vachement bien, mais là on sent la sensation de monde ouvert qui est très bien. Mais ici, on sent un peu ce début aussi, quoi, parce que bon, The Eye of Winter's Fury, le Destiny Quest que je dis, c'est un livre très moderne, si je me trompe pas, ça a été publié en 2015, donc c'est un livre très moderne, là je comprends, tu vois, c'est un truc beaucoup plus rétro, 85, donc en effet, c'est vraiment intéressant, ce côté monde ouvert, où on peut choisir, on veut se balader, on peut aller où on veut, mais je pense que le problème, c'est la technicité de ce livre, c'est la façon dont il a été conçu, et il a été conçu, comme tu disais Fred, exactement comme un labyrinthe, donc constamment, si on ne note pas, ou si on ne se souvient pas, comme on a l'habitude de s'éclater dans un livre dont vous êtes le héros, allez, je prends ce chemin-là, il est sympa, il a l'air d'avoir une aventure qui se passe là-bas. Mais ici, c'est non, tu vas te faire baiser si tu fais ça, parce que tu vas faire une boucle, tu vas faire des erreurs, tu vas constamment revenir au même passage. Et même, mec, le piranha qu'on a lu, là, le temple de l'épreuve, il te disait, si vous êtes déjà venu ici une deuxième ou une troisième fois, allez à ce paragraphe-là. Ouais, il était mieux foutu. Ouais. Il était mieux foutu, tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire, là? Alors qu'il nous a gonflé. Le truc qui nous a absolument gonflé dans Piranha 3, je me souviens même plus, mais là, comparé à la forêt du destin, mais il y a une superbe intention. Et il y a autre chose
je retourne sur le positif, c'est les cartes hexagones, c'est vraiment des hexagones au début, et moi ça me faisait vraiment penser à mes jours de Battle Quest ou des grands jeux, tu sais, où le tapis faisait genre 2 mètres sur 1 mètre 50, bref, c'était énorme, il y a ce côté où je peux les redessiner, et je m'éclate, je sens que si on a du temps, et on veut vraiment s'amuser à redessiner l'aventure de la forêt du dragon, il y a du positif. Le problème c'est qu'en le lisant, voilà, c'est vraiment de la technique. On nous dit quelles sont les directions, on ne nous dit pas d'où on vient, et bien sûr, on nous décrit de très peu, si c'est un couloir, on nous dit que c'est un couloir. Comment il est ce couloir? Est-ce qu'il a une odeur particulière? Est-ce qu'il a une odeur caverneuse? Non, il a une direction nord-sud. Et nous, est-ce qu'on est fatigué? Est-ce que on stresse un peu? Est-ce qu'on a faim? Est-ce que les murs sont moites? Est-ce que y a la gadoue sur nos pieds? Non, que dalle, va te faire foutre, quoi. C'est juste dans un couloir, c'est fait de pierre. Est-ce que tu vas en face de la porte ou tu vas derrière? Sachant bien sûr, attends, je viens du nord, donc ça veut dire que je viens de la porte qui est en face. C'est ça, en fait, des fois tu sais d'où tu viens, tu retournes dans le paragraphe où tu étais juste avant. Oui, donc ça, c'est chiant. Tu veux te foutre de ma gueule? J'ai pris 3 fois un escalier en colimaçon parce que je savais pas si je montais ou je descendais à chaque fois. Je me dis, attends, est-ce que j'ai... Non, mais exact. Oh là là. Des fois, je comprenais pas. Moi, justement, il y avait une salle, il y avait un escalier en colimaçon, une porte dérobée, et une salle. Et en fait, compte, dans la salle, à chaque fois, je retombais sur l'escalier en colimaçon qui est ramené dans la salle. Je comprenais rien. Je fais, putain, mais pourquoi je suis toujours dans ces 3 paragraphes à la con? Non, mais des fois, il y a des trucs très bizarres, ouais. Puis, en fait, on propose souvent les passages dérobés, pratiquement dans toutes les salles. Faut le savoir, la plupart du temps, c'est des pièges. Et juste à la fin, ça vous sert pour enchaîner les salles entre les boss, quoi. Et non, mais moi, je pense vraiment qu'il y avait des intentions louables, et je sais pas, c'est qui... Il y a des intentions louables, il y a une exécution très pauvre. Il y a une très mauvaise exécution. Que ça soit, je trouve que l'écriture de Paul Vernon, même quand il se passe des choses, je trouve que ça laisse à désirer pour l'instant, parce que c'est très cliché, hein, comme on a dit, l'antagoniste qui tue un de ses sbires pour prouver sa force devant les autres. Quand tu les rencontres, c'est vraiment haha, et je plaisante pas, parce qu'ils le font vraiment quand j'ai lu le paragraphe tout à l'heure, là. Et ouais, c'est toi l'aventurier, allez, je te bute, putain, mais surtout, mec, quand on vient de lire le ninja, je veux dire, là, on s'est éclaté, quoi. On est en train de se créer des antagonistes à longue durée. On sait que c'est des mecs qu'on va retrouver dans notre aventure. Même nous, ninja, nos maîtres, les gens qu'on rencontre, les gens qu'on a envie d'aider. Comment il s'appelle le... Honoric, ouais. Et puis le paladin là qui nous a amené à cheval à travers la comté. On a une conversation philosophique avec lui sur la religion et les lois. Doré, il s'appelait pas Doré. Doré, ouais, le chevalier doré. Tu vois, regarde, j'ai oublié son nom, mais j'oublie pas en fait ce qui s'est passé. Mon point en fait, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'aventure. Là, si j'ai à te résumer la forêt du dragon, et je fais pas exprès, j'essaye pas d'être condescendant, hein, mais je vais te le résumer en tant que, ouais, tu joues à un battle mage, et il faut que tu ailles sauver la princesse Ariane, et il faut faire gaffe parce qu'il y a un mec qui a le même nom qui fait penser à Xandar Bones. Mais qui est Zandabar, voilà. Fucking Xandar Bones. Eh ben, tu sais quoi, Xandar Bones, je prends le café avec toi quand tu veux, mec. Vas-y, on chope une bière. Parce que fuck Zandabar, qu'on parle du mal de lui, quoi. Et puis fucking Romuald. Mais voilà, bref, pour dire, c'est que c'est très bâclé. Il y a un très bon concept, mais il se passe absolument que dalle. Je sais que ça fait bizarre comme concept, cette émission, parce qu'on n'arrive pas à... En fait, on se retrouve plus à critiquer tout le livre, à pas parler de l'aventure, parce qu'on a déjà parlé de l'aventure, quoi. On l'a résumé en moins de 2. Ça s'est fait en 5 minutes. Il se passe que dalle. C'est fou, ça, je suis obligé de galérer pour parler de l'aventure du livre, quoi. Merde. Si on veut résumer l'aventure... L'épilogue, ouais, non, mais bon, en gros, on a une info, on va dans une ville, on a d'autres infos, on part sur le lieu de l'enlèvement ou sur le lieu lequel on a assisté, il faut arriver à la dent du dragon... On arrive à la dent du dragon, faut rentrer dans le château caverne, et après dans la caverne, faut trouver les boss et la princesse, et voilà. Il y avait un truc sympa, je trouvais, c'était très cliché, très sympa, ça me faisait penser un petit peu à la légende de Zelda, hein, le jeu Super NES, bref. Quand on trouve Damarian, elle est en prison, il faut une bague spécifique ou une clé spécifique, on peut même utiliser un sortilège pour ouvrir la cellule, mais en ouvrant la cellule, ça active un piège où... il y a des briques qui ressortent des murs et puis ça commence à inonder la salle d'eau. Et c'est à nous justement de trouver une porte, comment tu disais Fred, les portes cachées, les portes dérobées. Et là, il y a une porte dérobée en effet qui nous sort de ce piège. Oui, et qui nous mène sur le gardien de pierre. Le gardien de pierre. Voilà, tu vois, en fait, c'est marrant, mais c'est vraiment au début, il se passe des trucs, et à la fin, où il se passe des trucs. Mais toute l'aventure, hein, vraiment, c'est marrant, mais quand on dit...
Ce qui compte dans une aventure, c'est pas la destination, c'est le chemin. C'est le chemin. Et ben là, c'est tout le contraire, quoi. C'est ce qui compte dans cette aventure, c'est votre début et l'arrivée. Sinon, commencement et l'arrivée. Sinon, le chemin, bah oui, ok, on peut le romantiser comme on est en train de faire. Tu vois, on a traversé la forêt du dragon, on est arrivé à la dent du dragon, on a rencontré Romuald, on l'a dégommé, on a sauvé Damarian. Après, à la fin, comme tu dis, il y a le grand golem statue. Je l'ai défoncé, je suis passé entre ses jambes, j'ai pris la sortie. Alors, il y a un petit truc drôle, j'ai envie de parler à la fin, que oui, il y a un positif que j'ai beaucoup aimé, là, c'est qu'on peut avoir une fin pourrie. Et ça, c'est chouette. C'était amusant, Fred. Donc, à la fin, on se balade avec Damarian, on la ramène au village, mais bien sûr, il y avait ce système de jour dans le jeu. Et d'ailleurs, donc ouais, avant d'arriver à la fin, j'ai juste envie de dire un truc. Gilles, si t'écoutes ce numéro, salut. Et franchement, là, si je sais que Gilles, ceux qui connaissent notre site web, hein, to-city.org, on a une page accessoire, on a des fiches de personnages. Par Gilles, on a aussi des pages créées par Alexis, très sympa. Vraiment, ces créations qui nous font. Mais Gilles, là, il s'éclate à chaque fois, nous envoyer toujours des fiches de ouf. Gilles, si t'as envie de faire une fiche de personnage, là, on te défie avec Fred, hein, si t'es d'accord, Fred, si tu fais une fiche de personnage. Personne ne va y jouer. Mais Gilles, justement, il donnera peut-être envie aux gens de le découvrir. Ça sera peut-être la fiche de personnage qui rendra l'aventure sympatoche. Gilles, si tu es le seul qui peut sauver la saga du Maître du Destin. Bref. Mais pour revenir sur la fin, Fred, ce qui est sympa, c'est qu'on ramène Damarian. Il y a ce système de 7 jours. Si on la ramène avant 7 jours, le baron, il est heureux comme tout, il prépare son mariage, et puis il y a un épilogue, ce qui est sympa, je trouve. Ça, c'est sympa, le concept de l'épilogue dans les livres d'Anzel le héros, avec une illustration. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans l'épilogue? En fait, c'est le mariage. On nous donne de l'or, des brouettes, des chariots de pièces d'or, de coffres. On a un énorme banquet, il y a le baron et son, je sais pas qui, son conseiller, bref, j'ai pas retenu qui c'était, qui causaient ensemble, et les gens de pouvoir, et ils vont dans un côté, ils disent, ouais, il y a quelqu'un qui nous emmerde quand même sur nos terres, si on veut unifier le royaume, ces machins qui habitent dans, c'est le prochain livre en gros, hein, c'est le maître du feu, qui habite dans une forteresse où le sol brûle, mais seulement un grand mage guerrier pourrait l'atteindre, et nous on écoute à travers les murs du genre, je me demande ce qu'ils sont en train de se dire, ces riches. Et là... Voilà, on les entend en fait en train de se dire ça, et notre personnage lui dit bon bah on pourra même profiter de nos récompenses. On sait très bien qu'ils vont nous choisir pour aller vers la nouvelle aventure. Donc en route, voilà l'épilogue en fait qui devient un teaser pour le prochain livre. Bref, voilà, c'est la fin. Mais ce qui est sympa, Fred, j'ai envie de te poser la question, est-ce que t'as fait la mauvaise fin? Est-ce que j'ai le droit de dire qu'au bout d'un moment, leur histoire de jour, je m'en suis tapé le popotin par la cravate? Non, je tenais le compte, moi je me suis resté bloqué vers 3-4 jours, donc je vais pas aller voir, je vais voir directement la bonne fin. Après je suis pas sûr que mon compte soit exact, j'avoue. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où on peut nous dire si on veut se coucher. Bah non, vas-y, on est compté. C'est vrai que voilà, je crois que oui, on me l'a proposé à chaque fois, je dis non, j'enchaîne. Ouais, il y avait un moment chelou, on me l'a proposé, c'est dans la pièce piège où il y a Damarian, où on la sauve. Il y a même un endroit, il y a des ennemis, ils disent si t'es pas invisible, tu peux rien faire, ils disent bah vous pouvez quand même dormir là. On espère qu'on ronfle pas, hein. Oh là là. N'importe quoi. La mauvaise fin, je l'ai fait parce que je voulais savoir de quoi il s'agissait. Alors en fait, on revient, mais comme ça fait plus de 7 jours, on voit au loin la ville qui breue à feu et à cendre. Il y a des chevaliers qui reviennent du bataillon. Ça me fait penser un petit peu à Willow, là, avant qu'il rencontre Matt Bartigan, quand tu vois l'armée qui revient du front. Et qui est là, et nous on arrive et on dit attendez, j'ai ramené Damarian. Et le mec il dit ça sert à rien, c'est trop tard. Allez au paragraphe machin. Et en fait c'est le paragraphe de la mort générale qu'on t'envoie dans le jeu, où gros le chevalier, je crois qu'il nous met un coup d'épieu, voilà, c'est genre et puis oui, il y a un petit truc qui est sympa avant, il nous dit comme quoi il y a un petit mot, il nous dit ces enfoirés de bourgeois, c'est à cause d'eux que notre ville a brûlé, tout ça pour une princesse. Et je dis tiens. Ok, là il y a Paul Vernon qui lui donne un petit peu de politique dans son univers, c'est sympa. Mais encore une fois, c'est trop court, quoi. C'est trop peu pour tout ce qui a été compté avant, donc... Enfin, ce qui aurait pu être compté avant. Donc ouais, voilà, quoi. Donc qu'est-ce qu'on... Je pense qu'on va conclure, Fred, on n'a plus grand-chose à dire, là. C'est très... Je sais pas si c'est court, quoi. Combien de temps ça fait qu'on en parle de ce livre? Peut-être 1 heure, j'espère, mais... Pour conclure, qu'est-ce que j'en pense? C'est rare quand je donne une mauvaise note, mais là, moi,
je le note 1 étoile sur 5. Pourquoi 1 ? Parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé. Je sais que ils ont voulu faire une œuvre intéressante, ils ont voulu innover, ils ont voulu faire quelque chose de différent. Ils l'ont réussi, mais l'exécution est très pauvre. Ça laisse à désirer. On se fait vraiment chier. Le système de labyrinthe est chiant. J'espère qu'il y a une soluce quelque part sur Internet, Planète LDVLH, si vous les écoutez, postez une soluce pour les gens qui veulent s'y rendre, qui veulent lire ce livre, parce que franchement, je vous le conseille pas sans soluce. Avec Fred, on s'est bien fait chier, quoi, ça nous a bien cassé les couilles. Mais voilà, quoi, c'est vraiment pas facile comme aventure. Mais il y a un concept vraiment intéressant, c'est la carte qui se développe à travers l'aventure, qu'on peut recopier, redessiner, ou même juste de la voir, c'est sympa, même si les illustrations sont très... Comment dire, Fred, elles sont très minimalistes, hein. C'est comme je disais, nous, moi je peux dire, je peux retrouver mes fiches de jeux de Advanced Donjons et Dragons. Je crois, oh merde, je veux pas me vanter, mais bref, fuck, hein, voilà, je crois que je faisais 10 fois mieux quand même pour faire des cartes sur papier millimétré, quoi. Là, c'est vraiment le minimum. C'est quoi que tu dis toujours, toi, le minimum syndical? Bah c'est ça, c'est minimum syndical, et de toute façon, que ce soit l'auteur, le dessinateur, intérieur, disparu. Hein. Donc peut-être une raison aussi. Tout ceci explique cela, j'ai envie de dire. Bon, en gros, moi je dirais, si vous aimez les labyrinthes bien corsés et que vous voulez voir des nouvelles règles dans le livre, dans notre héros, allez-y. Si vous voulez vous amuser, rebroussez chemin. Donc c'est assez clair. C'est ou bien 5 ou bien 1, selon votre niveau de... Non, mais c'est vrai que c'est une aventure très pauvre, mais c'est bizarre parce qu'on sent vraiment les intentions derrière et ça fait encore plus mal au cœur, voilà. Ça fait mal au cœur, c'est bien dit. On sent vraiment qu'il y a vraiment de bonnes idées, mais une exécution très catastrophique. Juste très ennuyeuse, quoi. Ah, c'est dommage. Bref, voilà, je crois que c'est dit. La forêt du dragon, Fred. Mais on s'attend à ce que le niveau se rehausse au prochaine aventure, forcément. Ah, absolument, très bien dit. Maintenant, j'en attends beaucoup de ce deuxième opus qui est... je me tourne pour regarder. Le Maître du Feu. Donc voilà, les aventuriers, on se dit à très bientôt, d'ici un mois et quelques. Hein, alors, on tire un petit peu la cadence des podcasts, comme vous avez vu, mais nous sommes toujours là. On vous en garantit au moins un tous les mois. Et puis, bien sûr, il y a des podcasts un peu plus qui vont arriver, vu que Fabien prend les rênes sur le prochain. Mais bref, bref. Fred, je parle déjà des prochains trucs, parce que je crois qu'on n'a plus rien à dire sur la forêt du dragon, je crois que c'est fait. Hein. J'ai peut-être une chose à te dire, Fred, sur la forêt du dragon. Le livre de la forêt du dragon se trouve au nord-est sur la table de Xavier. Est-ce que vous vous levez de la table, est-ce que vous dirigez vers le nord-est du bureau pour soulever le livre, ou est-ce que vous quittez le podcast? Je cherche une porte dérobée. Ça vient dit. Ninja. Je te jure. Bref, voilà. Donc voilà, les aventuriers, c'est fait. Putain, je suis content de le mettre derrière moi, celui-là. Et non, je ne le mettrai pas dans ma bibliothèque le meilleur du pire. Je trouve que là, c'est juste tristement, c'est raté, malgré qu'il y a un super système de règles, très simple, et en même temps qui est un peu plus complexe, innovant et qui marche. Et voilà, quoi. Sinon, comme on a dit, hein, le système de cartes, tout, en fait, tout est bon concept, mais mal exécuté. Bref. Fred, à la base, je voulais qu'on se quitte sur un morceau de Pink Floyd, surtout de leurs albums un peu plus avant, hein, une chanson qui s'appelle Set the Controls for the Heart of the Sun. Mais j'ai envie de mettre autre chose à la place. Déjà de 1, parce que j'ai pas envie que YouTube nous fasse chier à copyrighter le podcast à cause de Pink Floyd. Mais de 2, je crois qu'il y a un morceau qui est beaucoup plus approprié, qui va peut-être nous relever l'esprit et nous donner envie de faire le prochain. Un morceau de Vaporwave qu'on a beaucoup aimé pendant notre saga Vaporwave sur l'antenne, Fred, c'était Pumped Up Kicks. Oh, hein. Ah oui, d'accord, je sais exactement laquelle tu vas nous mettre. Tu vas oser. Tu vas oser. Et ça le fait ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Faut bien se détendre un peu. Et je trouve que ça va parfaitement avec ce que c'est comme livre, quoi. Donc, en gros, c'est un Péruvien qui est très connu sur YouTube, qui adore faire des karaokés de ses chansons préférées, qui est plutôt un badass de la guitare électrique, hein. Mais bon, ces karaokés sont vraiment amusants. On rigole plus de lui que du karaoké qui est rigolo, tristement. Mais voilà, quoi. Nous, on va pas se le faire en se moquant, mais plutôt... Monsieur Péruvien, viens nous faire un karaoké pour qu'on se parle avec toi, parce que là on a besoin de rigoler un peu, quoi. Donc je propose Pumped Up Kicks, version karaoké du Pérou. Et Fred, les auditeurs, Fabien, merci pour ce dossier. Fabien, franchement, contente-toi de ne pas l'avoir lu, ce livre-jeu. Hein. Mais déjà, attends, oui, il y a sorcellerie à faire, donc...
Oh bah ça, on a le temps. Sorcellerie, ça va être le 100e. C'est clair que ça est prévu. Je le sens grosse comme une maison. Mais là, je suis vraiment content que Fabien ait pas vu. Besoin de le lire, celui-là. Et s'il l'a lu, bah tiens, Fabien, dis-nous-en. Et je crois qu'il va lui dire, bah, il se passe rien. Bah, t'as pas tort. T'as absolument pas tort qu'il se passe rien. Bref. Allez, les auditeurs, merci encore d'être restés avec nous. Hein. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir toujours à travers de cette année 2021. Et puis Fred, mec, ce fut toujours un plaisir. Qu'est-ce qu'on se marre bien, surtout quand c'est des livres qui sortent de la norme. Et puis, allez, j'ai envie de te dire, run better run, outrun that gun. Oh. Allez, à plus, mec. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. Yes, bonnes vacances. Allez, salut tout le monde. Ciao. Again, let on gay. Vergota Kuikan. He looked at the room, he went there to his plan. He's got a Roger cigarette. He got his monk, he's a cobot kid. Just he found such other gun. And he had his closet in a box of funding. And don't even know what had. But he's coming for you, yeah, he's coming for you. All the other king, Gida Pampana, kid to veteran, I'm throw my gun. All the other king, Gida Pampana, kid to veteran, faster than my ballet. All the other king, Gida Pampana, kid to veteran, I'm throw my gun. All the other king, Gida Pampana, kid to veteran, faster than my ballet. Robert got a quick can. He looked at the room, he went there to his plan. He's got a Roger cigarette. He got his monk, he's a cobot kid. Just he found such other gun. He had his closet in a box of funding. And don't even know what happened. But he's coming for you, yeah, he's coming for you. All the other king, Gida Pampana, kid to veteran, I'm throw my gun. All the other king, Gida Pampana, kid to veteran, faster than my ballet. All the other king, Gida Pampana, kid to veteran, I'm throw my gun. All the other king, Gida Pampana, kid to veteran, faster than my ballet. Hide the Maxis.